Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein est détenu sur une île-prison de New York, Rikers Island, depuis le 5 mars. Le 24 février dernier, il a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle après 6 jours de délibération et 3 semaines d'audience. Aujourd'hui, Code Source prend le temps de vous raconter en détail le procès Weinstein avec Louise Colcombé du service police-justice du Parisien. On va prendre la direction de New York parce que d'ici quelques minutes va s'ouvrir le procès d'Harvey Weinstein. Louise Colcombé, vous avez couvert pour le Parisien à New York le procès d'Harvey Weinstein, procès qui s'est ouvert le 6 janvier 2020. Devant le tribunal de New York, des manifestants viennent soutenir les victimes. De quoi Harvey Weinstein est-il accusé exactement ? Alors Harvey Weinstein a été accusé dans la presse, dans les médias, à peu près par 90 femmes de les avoir harcelées, violées ou agressées. En réalité, pour ce procès, il n'y a que 2 accusatrices. Il y en avait une 3e, mais finalement, elle n'a pas été retenue pour des problèmes de procédure et de crédibilité. Donc on a 2 femmes qui viennent dire l'une qu'elle a été violée et l'autre qu'elle a été agressée sexuellement. 4 autres femmes sont appelées à témoigner, mais en réalité, on a 2 accusations principales avec 2 accusatrices. C'est un procès historique ? Oui, c'est historique. C'est historique pour le mouvement MeToo. C'est un petit peu stop ou encore. C'est-à-dire que si Weinstein n'est pas condamné, ça veut dire que tout ce mouvement, cet élan mondial aura peut-être servi à rien. En tout cas, ce serait vraiment un très mauvais signe. Et en cas de condamnation, ça galvaniserait tout le monde, et notamment aux États-Unis. Que risque Harvey Weinstein ? Il risque très gros sur ce procès. Il risque tout simplement la prison à vie. On a une agression sexuelle, un viol et une autre accusation qui s'appelle agression sexuelle prédatrice, qui signifie qu'en fait Harvey Weinstein a toujours eu un comportement identique, une sorte de mode opératoire, c'est presque sa signature qu'il a mis en place. Et donc c'est pour ça que d'autres femmes sont venues témoigner pour asseoir cette idée de mode opératoire répétitif. La sélection des 12 jurés va prendre 2 semaines. 7 hommes et 5 femmes sont finalement retenus. Et le procès commence réellement le 22 janvier avec les prises de parole des 2 camps. La procureure, en tout cas le clan de l'accusation, présente son histoire avec une plaidoirie d'ouverture où elle résume un petit peu tout ce qu'elle veut démontrer et donne déjà des éléments de preuve et de témoignages qui sont distillés comme ça avec une espèce de force de conviction. On raconte une histoire, donc il y a des mots très forts. Et de l'autre côté, évidemment, la défense qui a une autre version. Donc ça, c'était la première journée, c'était vraiment fort parce qu'on avait vraiment les 2 points de vue qui s'affrontaient avec des éléments dont on n'avait jamais eu connaissance jusque-là et qui donc donnaient un avant-goût de ce procès. Décrivez-nous la salle d'audience. Ce tribunal, c'est dans le sud de Manhattan. C'est un immense building de 17 étages. La salle en question était au 15e. Et alors, à l'intérieur, donc, il y a le juge qui est tout seul sur son estrade. Il y a 2 drapeaux, les États-Unis, l'État de New York. Au-dessus, la devise « In God We Trust ». Ensuite, en face de lui, 2 tables. Donc, les 2 clans, vraiment. Donc, Harvey Weinstein avec ses avocats. De l'autre, les 2 assistantes du procureur, 2 femmes qui vont soutenir l'accusation. Et sur la droite, on a les jurés qui sont assis. Et juste à côté du juge, on a le siège où viennent déposer les témoins. Tous les regards sont braqués sur Harvey Weinstein. Il est comment ? Il paye pas de mine, il claudique. On dirait un vieillard. Enfin, vraiment, il a 67 ans, on aurait dit qu'il en avait 15 de plus. Il est tout pâle, plus beaucoup de cheveux. Il est tout voûté parce qu'il a eu en fait un accident de voiture depuis que l'affaire a éclaté. Et il a été opéré du dos, il souffre apparemment du dos. Mais bon, après, il y a eu toute cette polémique aussi pour savoir s'il en faisait pas trop pour apitoyer les jurés. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier jour, quand on le voit arriver, c'est un choc. Il ressemble plus à grand-chose, quoi. Son avocate, Donna Rotunno, attire aussi les regards. Oui, alors il a changé 2 fois d'équipe d'avocats et Donna Rotunno, c'est l'experte de ce genre de dossier. Elle est native de Chicago et elle a eu plus de 40 affaires de ce genre-là et elle a eu à chaque fois des acquittements pour les hommes qu'elle a défendus. Alors, il faut savoir que les avocats ne portent pas de robe comme en France, aux États-Unis. Donc, en fait, l'apparence joue beaucoup. Donc, elle est très féminine. D'ailleurs, ça tranche avec les 2 procureurs qui, elle, avaient un style beaucoup plus classique, tout de noir vêtu. Et elle est très agressive, en fait, dans ses contre-interrogatoires envers les victimes, à tel
point qu'on l'a surnommée la pitbull des prétoires. Et voilà, elle a pris beaucoup la parole avant et d'ailleurs pendant le procès. Elle est vraiment l'incarnation du mouvement anti-MeToo, en fait. Les premières plaidoiries sont très offensives. On a deux visions qui s'opposent, très simplement. Donc voilà, la procureure explique qu'on est loin du petit vieillard inoffensif qui est assis sur sa chaise tout voûté avec son déambulateur. Et elle rappelle en fait que c'est quelqu'un qui a su asseoir sa domination par une sorte un côté prédation, c'est-à-dire qu'on est très gentil au début, le côté Pygmalion, je vais m'occuper de ta carrière, etc. Puis qu'en fait les femmes se retrouvent prises dans une sorte d'engrenage parce que comment se défaire et comment se mettre à dos Harvey Weinstein, qui était, faut le rappeler, un homme ultra puissant, un proche de Bill Clinton, de tous les politiques, même du procureur de l'époque, c'était pas rien. Et de l'autre côté, on a une femme, Donna Rotunno et 4 autres avocats qui vont expliquer qu'en fait toutes ces femmes-là se refont une virginité et qu'en fait elles ont voulu profiter d'Harvey Weinstein pour obtenir des rôles et qu'elles étaient consentantes et responsables de ce qu'elles faisaient. Le 24 janvier, une première victime vient témoigner à la barre, Annabella Sciorra. Qui est-elle ? Annabella Sciorra, c'est la plus connue de toutes ces accusatrices. On la connaît un petit peu parce qu'elle a joué un rôle dans Les Sopranos. Elle a aujourd'hui 59 ans. Elle vient raconter une agression qui s'est passée en réalité il y a 25 ans. À l'hiver 93-94, elle connaît Harvey Weinstein, ils vont à un dîner ensemble avec d'autres personnes. Il propose gentiment de la raccompagner puisqu'il a sa voiture avec chauffeur. Et elle raconte qu'elle, elle a fait sa toilette, elle est en chemise de nuit prête à se coucher, puis là on frappe à la porte. Aux États-Unis, pourtant, il y a des portiers et des concierges en bas des immeubles, mais Harvey Weinstein se présente derrière la porte. Et il commence à enlever sa chemise d'un air entendu, qu'elle comprend tout de suite, elle met le haut là, elle lui dit non, il va rien se passer. En réalité, elle a même pas le temps de dire ouf, si je puis dire. En fait, il la plaque contre son lit, il la viole. Elle raconte qu'elle se débat, elle a mimé, elle a expliqué quand elle lui tenait les mains en croix au-dessus et qu'il s'est imposé à elle. Et ensuite, qu'il lui a imposé un cunilingus en lui disant voilà, ça c'est un cadeau pour toi. Elle a quasiment perdu connaissance tellement elle était choquée. Honnêtement, quand on la voit et quand on a vu d'autres, on a du mal à douter de sa sincérité parce qu'elle en souffre, parce qu'on lui demande précisément de dire, pour que les jurés l'entendent, qu'a-t-il fait ? C'est-à-dire qu'elle va juste être obligée de dire il a pris son pénis et il l'a mis dans mon vagin. C'est aussi important parce qu'elle en a parlé tout de suite à des gens. Il y a l'actrice Rosie Perez, qui est l'une de ses amies, qui est venue témoigner ensuite, raconter qu'elle lui a livré exactement ce même témoignage à l'époque et elle dit qu'elle avait peur de témoigner. Au début, elle n'a pas dit que c'était Harvey Weinstein qui l'avait violée, elle voulait pas en parler, elle a eu peur toute sa vie qu'il s'en prenne à elle, qu'il lui a barré la route pour des rôles, etc. Les faits qu'elle raconte sont prescrits. Harvey Weinstein ne peut pas être condamné pour ces faits-là, mais son témoignage est précieux. Oui, il est capital parce qu'en fait, l'agression sexuelle prédatrice, il fallait, pour obtenir cette condamnation, que les jurés croient l'une des deux accusatrices principales, plus Annabella Sciorra. Sans Annabella Sciorra, il n'y a pas de condamnation à la prison à vie. Comment réagit la défense d'Harvey Weinstein après ce témoignage ? La défense, évidemment, hyper offensive, voire agressive, mais c'est le jeu. Annabella Sciorra, elle va se faire presque tenser. On va lui dire pourquoi vous n'avez pas crié ? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir le portier ? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital ? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la police ? Elle est littéralement pilonnée de questions. Elle va pas du tout se faire déstabiliser. D'ailleurs, après, on va remontrer. Ils vont jusqu'à utiliser une émission où elle était invitée à l'époque, où elle raconte en rigolant dans ses shows qui sont préparés à l'avance que oui, il lui arrive de mentir sur sa vie privée quand les journalistes l'interrogent. Ça va aussi loin que ça. Elle en a rigolé un peu à l'audience, mais on fait tout pour saper sa crédibilité. Une autre victime, Mimi Alehi, est appelée à la barre. C'est une autre accusatrice très forte, alors une accusatrice principale qui, elle, raconte qu'elle a rencontré Harvey Weinstein. C'est son patron de l'époque, elle est assistante productrice. Il lui présente, il est charmant, et puis son patron a des problèmes de santé, donc elle se retrouve un peu toute seule. Elle a besoin de travailler et elle croise au Festival de Cannes Harvey Weinstein, et elle lui demande, puisqu'elle comptait s'installer à New York, s'il n'a pas du travail pour elle. Ça commence à être embarrassant quand il lui donne un rendez-vous à un hôtel et qu'il lui demande de le masser. Elle dit non. Finalement, il lui propose quand même un petit boulot à New York sur une série qu'il produit, ce qu'elle accepte, sachant qu'elle travaille du coup aux États-Unis sans permis de travail, de façon un peu illégale et qu'elle risque l'expulsion. Il se revoit à New York, il lui demande comment ça va, etc. Donc elle accepte, et puis elle se retrouve chez lui,
Il la pousse dans une chambre d'enfant. Elle se débat. Elle lui explique qu'elle ne veut pas de relation sexuelle. Il commence à lui retirer ses sous-vêtements. Pour s'en sortir, elle explique, elle dit mais j'ai mes règles, en se disant qu'il va lâcher prise. Harvey Weinstein ne se démonte pas. Il retire son tampon et lui impose un cunnilingus. Et puis elle raconte par la suite qu'elle a eu une autre relation sexuelle par la suite. Elle pensait qu'il ne recommencerait pas. Et là, elle raconte avoir été pétrifiée, qu'il l'a traitée de salope en la pénétrant, etc. Pour elle, c'est un viol. Mais comme il y a encore ces vieux mythes sur qu'est-ce que c'est un viol, quand elle va aller déposer chez les policiers, elle dit d'elle-même c'est pas un viol parce que je me suis pas débattue. En réalité, voilà, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a eu cette relation non désirée. Le 30 janvier, vous entendez d'autres témoignages. 2 nouvelles victimes viennent raconter leur histoire. Il y a des points communs entre tous les témoignages que vous avez entendus jusque-là ? Oui, alors ce sont toutes des jeunes femmes qui veulent faire carrière, qui croient voir en lui, pour certaines, un Pygmalion. Il a parfois semblé être sincère vraiment en offrant des livres à des jeunes femmes, en leur expliquant comment il fallait qu'elles orientent leur carrière. Mais souvent aussi des jeunes femmes, soit naïves, soit qui étaient déracinées, qui avaient tout quitté, donc qui venaient du fin fond de l'Ohio pour décrocher leur rêve à Hollywood, etc. Donc souvent des femmes un peu naïves et seules. Louise Colcombé, là vous rentrez à Paris, mais vous continuez à suivre de près les audiences à distance. Le 31 janvier, nouveau témoignage de victime. Jessica Mann vient à la barre. Qui est-elle ? C'est une jeune femme qui jusque-là était restée anonyme. Elle n'était pas apparue dans la presse. Et c'est la principale accusatrice quasiment. C'est la seule pour qui des faits de viol sont poursuivis. Jessica Mann, c'est une jeune femme qui a un passé compliqué, qui a grandi dans une ferme, dans une famille protestante, à la limite quasi sectaire, qui a tout quitté pour venir à Hollywood, suivre son rêve américain, et qui raconte une relation dégradante, ce sont ses termes, pendant 5 ans avec Harvey Weinstein. Alors, vous ne voyez pas tous les 4 matins, c'était en pointillé, mais elle parle de choses très violentes, du fait qu'il a pu lui uriner dessus, qu'elle se rebellait un peu, il l'a manipulée, il la rabaissait, et en même temps il gardait cette forme d'emprise sur elle, lui soufflait le chaud et le froid, et elle explique qu'elle-même a voulu croire au fait que leur relation était quelque part normale et qu'elle a voulu elle-même poursuivre. Donc elle a été très critiquée parce qu'elle lui donnait ses nouveaux numéros dès qu'elle changeait de téléphone portable. Elle l'a ressollicité à plusieurs reprises, parfois elle avait des mots très affectueux, mais elle vient raconter que malgré tout, elle dit « Je sais que c'est compliqué, mais je sais qu'à des moments, il m'a violée ». Le lundi 3 février, Jessica Mann est mise en difficulté par l'avocate de Weinstein, Donna Rotunno. Évidemment, avec tout ce qu'on a expliqué avant, c'est du pain béni pour Donna Rotunno, qui la traite de menteuse, qui lui explique qu'elle a relancé plusieurs fois Harvey Weinstein, qu'elle voulait toujours avoir des rôles. Donc elle explique en fait ces jeunes femmes-là, et notamment elle a menti, qu'elle l'a même manipulé Harvey Weinstein, qu'elle lui a fait croire qu'elle l'aimait bien, pour tirer avantage de son pouvoir. Là où ça devient carrément lunaire, c'est quand elle se met à décrire ses parties génitales. Là, elle vient expliquer que Harvey Weinstein a des brûlures, des cicatrices, qu'elle a eu pitié pour lui en voyant son appareil génital, qui ne fonctionne pas bien. Elle raconte qu'il n'a pas de testicules, qu'elle a cru voir un vagin, qu'elle s'est demandé s'il était intersexe. Plusieurs fois, elle a retrouvé des seringues dans la poubelle, et c'était un produit type Viagra pour avoir des érections qui s'injectaient donc dans le pénis. Tout ça est quand même lunaire, d'autant que les photos de l'appareil génital d'Harvey Weinstein ont été montrées aux jurés. C'est quand même peu banal. Au bout du compte, 6 femmes auront témoigné contre Harvey Weinstein pendant ce procès. Que disent ces avocats pour le défendre ? En gros, ce qu'ils disent, c'est que ce sont des femmes qui savaient ce qu'elles faisaient à une époque, qui ont été consentantes, ou alors qui aujourd'hui veulent obtenir leur quart d'heure de célébrité, ou alors elles ont été influencées de bonne foi par tout le ramdam médiatique, par les procureurs, etc. Donna Rotunno, elle dit que Harvey Weinstein, il a peut-être commis un péché, mais pas un crime. C'est tout l'enjeu de ce dossier. Et lui, il s'exprime ? Alors non, ça c'est la particularité américaine, c'est qu'en fait, aux États-Unis, si vous êtes accusé, vous avez le droit de ne pas prendre la parole. C'est le droit de ne pas s'auto-incriminer qui est garanti par la Constitution.
On dit souvent que le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. Et dans le cas d'Harvey Weinstein, autant dire que ses avocats l'ont dissuadé de prendre la parole. Il aurait sans doute pas résisté à un contre-interrogatoire, tout arrogant qu'il est et sûr de lui. Quelle est son attitude pendant le procès ? Alors c'est ça qui est surprenant, c'est qu'au départ, moi, en tout cas c'est mon point de vue, j'ai vu quelqu'un de très abattu, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a vu qu'il prenait du plaisir à admirer son équipe d'avocats. Donc il en était apparemment très content. Il prenait des notes. Alors pendant le témoignage d'Annabella Sciorra, qui était très dur, il a pas regardé du tout. Et après les autres, même y compris Jessica Mann, qui quand même a raconté des choses terribles et humiliantes pour lui, il prenait des notes, il passait des petits mots à ses avocats, il avait l'air très sûr de lui, très confiant, il mâchait des chewing-gums. On a vu qu'il prenait de plus en plus confiance, en tout cas qu'il était persuadé de sortir blanchi de cette affaire. Et des fois, il a même pris la parole à la sortie des audiences devant les médias. Oui, alors au début, il ne l'a pas fait du tout. Mais il y avait toujours des hordes de journalistes qui l'attendaient soit dans le couloir, au 15e étage, soit en bas, à la sortie, et qui préparaient la petite phrase pour le faire réagir avec le fait de la matinée. Donc par exemple, il a dit « It's complete bullshit ». Donc, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, pour traduire poliment. D'autres fois, il a dit « Mes avocats ont tout déchiré ». Une autre fois, on lui parle de ces fameuses photos où on le montre tout nu. Et apparemment, c'était pas très glorieux pour lui. Il a dit « Oui, c'est comme dans Playboy ». Voilà, c'est très étonnant. Il posait même pour les photographes comme s'il était encore sur un tapis rouge en fait. Il prenait la pose et il disait c'est bon, voilà. Et c'est assez déstabilisant quand on se dit qu'il peut ressortir de tout ça avec les menottes au poignet et prison à vie quand même. Le 13 février, l'avocate d'Harvey Weinstein, Donna Rotunno, fait sa plaidoirie. Que dit-elle ? Qu'on ne peut pas vivre dans une société où il suffit de faire des allégations sur des gens, que toute personne a droit à une défense, qu'en l'occurrence, on ne peut pas vivre dans une société où les femmes ne seraient pas responsables de ce qu'elles font, qu'elles ont toujours le choix, qu'elles sont responsables de là où elles vont, avec qui elles flirtent, avec qui elles dînent. Évidemment, elle répond, c'est MeToo derrière, c'est Weinstein, mais c'est MeToo. Et en sous-texte, ça veut dire effectivement que Weinstein n'est pas coupable. Le lendemain, le 14 février, c'est à la procureure de faire sa plaidoirie de clôture. Alors elle répond à Donna Rotunno, effectivement, et elle appelle à la condamnation, bien sûr. Et aussi, elle explique que non, les femmes ne sont pas responsables des viols qu'elles subissent. Elle prend une image, par exemple, en expliquant que quand on prend l'avion, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il soit détourné ? Voilà. Et elle demande aux jurés d'évoluer sur ces questions où on n'a pas le même traitement que d'autres types d'agressions, que ce soit une attaque à main armée ou un meurtre. À ce moment-là, est-ce que les journalistes qui suivent le procès se disent que Harvey Weinstein va être condamné ? C'est vraiment compliqué parce que non seulement c'est du jamais vu parce qu'on a un tournant, de toute façon c'est historique, et après techniquement c'est pas simple. Et Jessica Mann, elle a été hyper fragilisée parce que d'autres personnes sont venues raconter qu'en fait elle portait au nu Harvey Weinstein, qu'en public elle avait pas l'air du tout déstabilisée. Donc Jessica Mann, ça paraît très compliqué de le condamner sur ces faits. On a du mal à savoir vraiment ce qui va se passer, c'est vraiment le suspense. Les 12 jurés se retirent pour délibérer. Là, on sait déjà que ça va prendre plusieurs jours. Aux États-Unis, ça prend toujours plusieurs jours parce qu'il y a cette règle de l'unanimité des jurés qui est requise pour obtenir une condamnation. Il faut savoir que parfois, les jurés ne se mettent pas d'accord entre eux. C'est arrivé pour Bill Cosby. Donc l'accusation, elle a le choix de réorganiser un procès, soit de faire un plaidé coupable, ou de laisser complètement tomber. Évidemment, pour Harvey Weinstein, ça n'est pas se passer. Bill Cosby, ça a été rejugé, où ils avaient renforcé l'accusation, il a été condamné. Et donc là, il y avait quand même ce spectre qui planait sur le procès Weinstein. Les jurés tombent d'accord après 6 jours de délibération. Le lundi 24 février, c'est le jour du verdict. Quel est-il ? Harvey Weinstein est condamné. Il est reconnu coupable de 2 des 5 chefs d'inculpation, les 2 les moins graves, à savoir une agression sexuelle avec violence commise sur Mimi Alei et un viol au 3e degré, c'est-à-dire que la personne était incapable de donner son consentement, ce qui est quelque chose qui n'existe pas en France et qui est réprimé d'une peine de 4 ans maximum. Et pour Mimi Alei, c'est 25 ans maximum. Dans la salle d'audience, comment réagit Harvey Weinstein ? En fait, il est sidéré. Il y croit pas du tout. Il regarde ses avocats, il dit « mais je suis innocent ». En fait, il abasourdi. Que dit le juge ? Sachant que Harvey Weinstein encourt un minimum de 5 ans de prison, le juge Burke demande immédiatement qu'il soit emprisonné. Et Harvey Weinstein refuse sur le moment de se lever. En fait, il comprend pas. Il regarde ses avocats en disant qu'il est innocent. Et il est bien obligé de partir. En fait, il lâche son déambulateur et là, on lui passe les menottes et il sort encadré de 2 policiers. Quelles sont les réactions chez les porte-voix du mouvement MeToo ?
Il y a de la satisfaction vraiment, que ce soit sur Twitter, dans des prises de parole publiques, à la télévision, parce que je crois que les porte-voix du mouvement ont eu peur qu'ils ressortent sans rien. C'est compliqué d'obtenir une condamnation aux États-Unis, et d'autant plus sur des faits d'abus sexuels. Donc elles sont soulagées, elles remercient vivement les femmes qui ont le courage de témoigner, parce que vraiment, elles sont exposées au monde entier, leur nom est connu partout, il sera toujours rattaché à cette affaire. Mais il n'est pas reconnu coupable de prédation sexuelle. Non, il échappe à ça, et ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que le témoignage d'Annabella Sciorra, il était vraiment, de mon point de vue, béton. Il avait été corroboré par d'autres témoins. Elle était très émouvante, très sûre d'elle. Son attitude laissait absolument pas penser qu'elle avait pu vouloir profiter de lui. Mais peut-être que les jurés ont eu peur de l'envoyer derrière les barreaux pour le reste de sa vie, sachant qu'on parlait de faits qui remontaient à 25 ans. Harvey Weinstein a fait appel. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'ils vont se battre sur des points de droit, quasiment comme si on faisait une cassation ou une demande de révision en France. Donc c'est très compliqué, ça demande énormément de temps, il faut faire appel à la justice fédérale, ça prend un temps fou. Il y a très peu de chances pour qu'un juge décide de casser ce verdict. En tout cas, ce serait une grosse surprise. Quoi qu'il arrive, il n'en aura pas terminé avec la justice. Oui, il devra sans doute indemniser des victimes au plan civil, ça c'est une chose. Et puis à Los Angeles, il va y avoir un nouveau procès avec 2 autres accusatrices. Des faits qui semblent très solides et pour lesquels il encourt à nouveau 25 ans pour chacune des victimes. Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Clara Garnier-Amouroux, réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, vos suggestions directement, codesource@leparisien.fr.